2 mois, peut-être une semaine maintenant, il n'y a pas de gouvernement. Le Togo s'est arrêté, il n'y a pas de gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il n'y a pas de gouvernement. À la sortie des élections législatives, dernièrement, le gouvernement de Mme Victoire Tomiga est allé présenter sa démission et ils ont été chargés de gérer les affaires courantes. Mais on pensait que c'était une affaire de 2 semaines, mais ça fait presque bientôt plus de 2 mois que les affaires courantes continuent. Et quand on parle d'affaires courantes, de gestion des affaires courantes dans un ministère, les gens peuvent vous dire que c'est un fonctionnement au ralenti de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles les ministres ne peuvent pas s'engager. Il y a des projets sur lesquels ils ne peuvent pas s'engager. Il y a des contrats qu'ils ne peuvent pas signer. Il y a des engagements qu'ils ne peuvent pas continuer à honorer vis-à-vis à la fois des partenaires dans le pays. Et donc, il y a forcément un problème. Et pourquoi depuis 2 mois et demi, il n'y a pas de gouvernement? La seule personne qui aujourd'hui fait office de gouvernement, c'est la secrétaire générale de la présidence, Sandra Johnson. Celle qui reçoit tout le monde, celle qui reçoit les Américains, la Banque mondiale, le FMI, celle qui pilote tout. Madame 2x5 a disparu des radars, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. J'ai appris qu'elle et ses amis qui sont dans le système, parce que chacun évolue avec son clan, ils ne savent pas le sort que leur réserve Tchalevi. Et donc, ils sont à la maison comme des orphelins en train de prier. Chaque jour, c'est la veillée. Ses amis, ces éléments dans le système viennent le voir. Hein, maman, qu'est-ce que le patron a dit? Bon, elle dit, ah, je ne sais pas, il ne me dit rien. Donc, ils sont là. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Bon, donc ceux qu'on envoie pour aller chez les marabouts vont chez les marabouts. Les autres sont là en attendant un signal du patron qui ne dit rien pour le moment. La seule qui est visible, c'est Sandra Johnson. Après, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Tchegan aussi, qui aussi ne sait pas quel sort lui sera réservé. Elle aussi et son clan sont dans son coin, sont dans leur coin, en train de mijoter ce qui va se passer demain. Donc, on se retrouve avec un chef assez mystérieux. Je vous ai toujours dit que Faure Gnassingbé est quelqu'un de mystérieux. Il est quelqu'un de assez intriguant, mystérieux, qui est imprévisible. Lui seul sait ce qu'il fait et il sait où il va. Et il est le maître du temps et des circonstances. Donc, les gens qui sont même autour de lui ne savent pas ce qu'il a dans la tête. C'est pour ça que vous avez des gens dans UNIR. Ils ont beau bomber le torse que bon, nous sommes dans UNIR. Ils ne savent pas ce qui se passe dans UNIR. J'ai l'habitude de dire à des amis que UNIR c'est comme un globe terrestre. Celui qui est au pôle Nord ne sait pas ce qui se passe au pôle Sud. Il ne sait pas. Mais tout le monde bombe le torse que bon, c'est nous les cadres de UNIR. Donc eux, ils sont là. Les gens sont là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Peut-être que comme ils vont se retrouver aux luttes traditionnelles à Kara, peut-être qu'ils vont peut-être rencontrer Tchalevi qui va leur dire ce qu'il pense. Mais je doute qu'il leur dira quelque chose. Il leur dira rien. Et donc, on a bloqué un pays comme ça depuis 2 mois. Le pays ne bouge pas, le pays n'avance pas. Et les problèmes sont là. La seule personne qu'on voit sur les écrans qui fait office de... mon frère François Sobaville a écrit comme vice-président, c'est Sandra Johnson. C'est elle qui reçoit les gens. On ne sait pas, on ne sait pas quelles sont ses prérogatives. Donc, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de premier ministre, il n'y a plus rien. Les gens sont dans les bureaux. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils sont devenus. Donc, il n'y a pas de gouvernement. Donc, on est là. Mais c'est un pays qui a d'énormes défis à relever. Même les pays qui sont avancés ne passent pas une semaine sans gouvernement. Actuellement, en France, il y a un débat terrible sur la prochaine coalition pour former un gouvernement. On demande aux gens de s'entendre vite pour former un gouvernement. Au Togo, non, on est tranquille. On est tranquille. Personne ne veut approcher le chef pour lui demander « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» Et le chef est là. Et le pays, on le gouverne selon les humeurs. C'est lui qui décide. C'est lui seul qui décide. C'est le jour qui va se réveiller et il sera bien réveillé, qu'il va dire « Bon, maintenant, je nomme un premier ministre. Ou bien je fais ci, je fais ça. » Le pays est à l'arrêt. Totalement.
Les gens qui ont une dette intérieure, ils ne savent pas comment faire pour avoir l'argent. Les factures sont bloquées au Trésor, au ministère des Finances. Les gens sont là, tout le monde est là. On attend que le grand roi se lève le matin et dise, bon, aujourd'hui je me suis bien réveillé, c'est vrai, ça va, maintenant je décide de nommer un gouvernement. On nous a démontré que entre la nouvelle constitution et entre l'ancienne constitution et la nouvelle constitution, il y aura une période de transition. Et que pendant cette période de transition, on va faire un gouvernement de transition pour 8 mois. Puisque le mandat que Faure Gnassingbé a pris avec l'ancienne constitution n'est pas encore terminé. Elle se termine l'année prochaine. Donc, c'est ce que les juristes, ou en tout cas ceux qui se disent spécialistes, nous ont dit. Et donc, on attend ce fameux gouvernement depuis, ne serait-ce que pour avoir un visage des ministres, il n'y a rien. Donc, les gens sont dans l'administration, les gens sont là, et ça favorise tous les détournements, les petites combines entre les gens, et puisque les gens ne sont pas sûrs qu'ils doivent être reconduits, partout ils peuvent piquer de l'argent sur les lignes budgétaires, ils le font. Et le pays est bloqué. Le pays est bloqué comme ça, on est là, le pays est bloqué. Et personne ne dit rien. Donc, la seule personne qui est visible, je le répète, c'est Sandra Johnson. Regardez un peu ce qui se passe dans le pays. C'est elle seule. On ne sait pas ce qu'elle est. Elle est secrétaire générale du gouvernement, de la présidence, mais c'est elle qui gère tout aujourd'hui. Tomega a disparu, Tchega a disparu, tous. Les gens sont dans leur maison, ils font le deuil. Chaque matin, ils ont leur manjoj, comme on le dit dans le langage vulgaire, leurs sbires qui sont dans le système. Parce que les gens savent que, comme les gens fonctionnent en clan, les gens savent que quand on saute la tête, on saute leur patron, tout leur réseau va être démantelé. Donc ils n'auront plus les accès faciles. Donc aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat de ces réseaux-là. Les gens se lèvent le matin, ils vont chez leur patron. Chacun dans son clan, quoi. Chacun va chez son patron et dit, ah, au Seigneuria, olo, amegam les blancs, mimi yankele jolo, ah, on est là, on attend. Ok, bon, on va dire, bon, et Dansou, va chez le marabout là au Bénin, va dire, mais bon, toi, va au Ghana, va voir ce qui se passe. Et les gens sont là. Les gens sont là. Et on attend que le maître du temps et des circonstances dise, bon voilà, maintenant j'ai pris la décision, on va former un nouveau gouvernement. Mais c'est nous qui avons des défis, c'est nous qui sommes en retard. C'est le Togo où tout est refait. Et on se plaint de n'avoir pas de gouvernement depuis 2 mois. Maintenant, on est parti pour les luttes et voilà un pays cabier. Pendant peut-être 1 semaine ou 10 jours, l'administration est au ralenti. L'administration est totalement au ralenti. Les gens sont partis. Les gens sont partis, c'est la grande vadrouille, les évalas, c'est une très grande, c'est un grand symbole dans la culture de nos frères kabyais, et c'est une symbolique, hein, c'est tout un processus, mais depuis, c'est un processus qui a été politisé. Et donc aujourd'hui, quand la période des évalas arrive, l'administration arrête de fonctionner, tout le monde va à Kara, ceux qui n'ont aucun intérêt même dans ces évalas, ceux qui n'ont aucun lien avec cette culture, tout le monde va là-bas parce que c'est le seul endroit où on peut rencontrer le chef, on peut rencontrer certains barons pour soutirer un peu d'argent. Donc actuellement dans l'administration, à partir de demain, tout est vide. Les gens sont déjà partis. Les gens sont partis. Les gens sont à Kara. C'est la grande fête. C'est les retrouvailles. C'est la grande vadrouille. C'est la débauche. C'est la prostitution pour certains. Tout le monde est parti. Donc les gens sont partis et on ne peut plus, les documents doivent attendre pendant 1 semaine. Donc on n'a pas de gouvernement et maintenant on s'offre plus d'1 semaine de vacances pour aller aux luttes traditionnelles. Et il n'y a rien. Maintenant, quand on veut parler des luttes traditionnelles, j'ai dit tantôt ce que ça représente pour nos frères kabyais et tout ça, c'est leur tradition séculaire et tout ça. Mais depuis qu'on a fait des luttes traditionnelles un grand folklore, et que pendant les luttes traditionnelles, on fait des débauches d'énergie et tout ça, qu'est-ce qui a été fait pour la ville de Kara? La ville de Kara en général, qu'est-ce qui a été fait depuis? Qu'est-ce qui a été fait depuis pour la ville de Kara? Depuis
L'année dernière, j'ai reçu pas mal de gens qui m'ont écrit sur Messenger qu'il n'y a pas de loi Cara, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Les jeunes parfois, et que les étudiantes là-bas dans les universités se prostituent, que les étudiants sur les deux campus, le campus c'est pas le campus de Léni et le campus de Pia, il n'y a pas suffisamment de bus. Les étudiants parfois sont obligés de marcher à des kilomètres avec leurs documents. Les gens sont fatigués. Et donc, les gens envoient des messages. Et les rares diplômés qui sortent, les diplômés qui sortent de ces universités, quand ils arrivent à Lomé et qui demandent à leurs frères de trouver du boulot, leurs frères les envoient pour faire des dockers au port. On dit, tu es arrivé à Lomé, d'accord, il faut aller au port. Je vais appeler le directeur du port, ou bien je connais quelqu'un au port, tu vas commencer par docker là-bas. Les gens ont des diplômes, ils finissent docker au port autonome de Lomé. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que le règne, par exemple, de Gnassingbé a changé de façon notable dans la vie des peuples et des habitants de cette ville de Kara? Rien du tout. Absolument rien. Peut-être que la ville s'est développée, elle porte désormais un nom. Bon, c'est un endroit où les gens se retrouvent. Après, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Vous arrivez même à Pia, aux alentours du château de Yadema, et les maisons sont en banco. Il y a toujours des maisons qui sont en banco, qui sont là-bas, qui sont en banco tout autour du château de Yadema, en 60 ans de gouvernance d'une seule famille. En 60 ans de gouvernance d'une seule famille, vous n'avez pas été capable de changer le cadre de vie de vos voisins immédiats. Vous n'avez pas été capable de dire, mais dans ce petit canton de Pia, ou bien aux alentours du château de Yadema, on transforme tous ceux qui vivent dans cette zone-là, on reprend leurs maisons, les anciennes maisons, les embancos, on reconstruit une ville moderne, on fait des rues, on fait des maisons, on met de l'eau, on met les toilettes aux gens. Autour du château de Yadema, les gens ont des habitations où il n'y a pas de toilettes, ils continuent d'aller dans la brousse pour faire les besoins. Ils continuent d'aller dans la brousse pour faire les besoins. À Pia, là-bas, il n'y a pas d'école d'excellence. Mais quand on voit sur les images, les écoles dans lesquelles Ford va voter, quand il vote à Pia, mais c'est toujours les vieux bâtiments. Il n'y a pas d'école d'excellence où tu vas là-bas, tu trouves une école bien faite, avec bibliothèque, des ordinateurs, des livres, de la peinture, une école avec un bâtiment moderne. Il n'y a rien. Mais c'est quand il va aller voter, qu'on court, la salle dans laquelle il va voter, on met un peu de peinture rapidement pour qu'il vienne voter. Il n'y a pratiquement rien là-bas. Il n'y a pas de pharmacie digne de ce nom à Pia. Le dépôt de pharmacie qu'il y a là-bas, c'est juste pour les génériques. Il n'y a pas un centre de santé ou bien une clinique réputée par exemple à Pia. Le bastion de Gnassingbé. Même en faisant les évaluations là-bas, si par exemple le président fait une crise, on le soigne où? Si le président fait une crise, on le soigne où? On va le mettre dans l'hélicoptère, le temps de l'amener à Dokitalafia, je ne sais pas comment on appelle ça, il est mort. Donc, et tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne dit absolument rien aux gens. Donc, vous arrivez à Kara, les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Mais c'est eux, c'est à eux qu'on dit, oui, si nous sommes là pour vous. Et nous sommes là parce que si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Si nous ne sommes pas là, vous allez souffrir. Donc nous sommes là pour vous. Mais pourtant, ces jeunes ne profitent pas. Il n'y a que l'élite, il n'y a que cette minorité-là qu'on a identifiée. Il n'y a que l'élite qui profite de cette gouvernance. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La ville de Kara, où les gens là-bas sont les plus grands milliardaires du Togo. C'est des gens qui se sont enrichis en gérant les affaires publiques. Ce n'est pas des gens dont les parents sont des industriels ou je ne sais pas quoi que ce soit. C'est des gens qui se sont enrichis juste en gérant les affaires publiques. Mais qu'est-ce qu'ils font fondamentalement pour leurs frères? Rien du tout. Mais s'ils le font à Kara ou à Pia, c'est au Togo. Donc ce sont des acquis du Togo. Houphouët-Boigny, quand Houphouët-Boigny est devenu président, il a transformé Yamoussoukro. Tout le monde voit ce que Yamoussoukro est. En réalité, il a transformé Yamoussoukro. Yamoussoukro, qui était une bourgade, est devenu l'une des plus grandes villes de Côte d'Ivoire. Même quand on construisait la basilique de Yamoussoukro, quand Houphouët-Boigny construisait la basilique de Yamoussoukro, et Yadima lui avait donné de l'argent.
comment nous les Togolais, on est prêts à faire des choses inconcevables. Et Yadima avait participé, le Togo avait participé à donner de l'argent pour la construction de la basilique. En Côte d'Ivoire, ils ont donné aussi du marbre. Togolais. Mais chez eux, chez nous au Togo, ils font quoi? Il faut absolument rien. Donc aujourd'hui, vous arrivez dans cette région où il y a les Evala, il n'y a pratiquement rien. Les jeunes, une fois que les Evala vont finir, tout le monde va repartir, les jeunes vont retourner dans leur vie de misère de tous les jours. Je vous dis qu'autour du château de Yadema, il y a les maisons en banco. Ceux qui vont là-bas, ils savent. Ceux qui passent par les rues là-bas, ils savent. Même à l'entrée même du château de Yadema, les premières maisons que vous voyez, c'est des maisons qui sont en banco. Les gens n'ont même pas de toilettes dans ces maisons. Alors cette gouvernance-là, elle profite à qui? Maintenant, quand il y a les Evala, l'État, je ne sais pas, on dit que c'est le président qui donne l'argent, il débloque 150 millions par canton. Chaque fois qu'il y a les Evala, on dit que le président débloque 150 millions par canton. Je ne sais pas où il faudra trouver de l'argent pour donner 150 millions par canton. C'est l'argent de l'État. Donc, on donne 150 millions par canton. Et les cantons là, ça fait 13 ou 14 cantons. Et donc, 150 millions par canton, c'est l'argent qui finit souvent en bagarre. Il y a les cadres, ce qu'on appelle là-bas les cadres qui détournent une partie. Et des gens ont été même arrêtés, emprisonnés à cause de ça, ils détournent l'argent. Alors, si vous donnez 150 millions par canton, et vous avez 13 ou 14 cantons, vous imaginez ce que c'est? On est à presque 1 milliard et 300 ou 1 milliard combien? Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 milliard? 1 milliard 300 millions que vous donnez chaque année pour les cantons, alors que vous êtes dans une ville qui n'a pas d'usine, qui n'a pas une université totalement construite, qui n'a pas d'école d'excellence, qui n'a pas d'initiative. Et ça dure depuis 20 ans, si je prends la période de fort. Donc chaque année, on donne 150 millions par canton. 150 millions par canton pour les Evala, c'est un cadeau du président de la République pour les Evala. Et donc, les 150 millions là, si on dit, on prend 150 millions fois les 13 cantons pour développer le pays, on achète des scanners, on développe une infrastructure, on met un parc d'attractions, on met une école d'excellence, on met ceci. La ville va se développer. On crée une usine. Il y a des jeunes à Kara qui m'ont envoyé des vidéos insoutenables. Ils sont dans une usine à l'entrée de Kara, là-bas, de Libanais, qui produisent, ou des Indiens qui produisent du fer. Ils sont exploités comme au 18e siècle, quand on exploitait les ouvriers dans les usines en Europe, comme on l'a lu dans Germinal. Les gens se retrouvent là-bas avec des accidents de travail, les bras coupés, tout ça. Les Indiens ne leur disent absolument rien. Ils sont surexploités là-bas. Et ces gens, ces Indiens, sont de connivence avec leurs frères qui sont au gouvernement. Et personne ne dit rien. Donc, ce qui nous arrive au Togo, ça arrive à tous les Togolais de toutes les catégories. Et donc, les gens doivent se réveiller. Il ne s'agit pas, à un moment venu, de dire, oui, c'est-à-dire que ce réflexe identitaire, il faut s'en éloigner et penser au pays. C'est le pays qui passe avant tout. C'est le pays qui passe avant tout. Donc, si des gens sont au pouvoir depuis 60 ans, ils n'ont pas été capables de faire quelque chose dans leur région, quelque chose de fondamental dans leur région, ils n'ont pas été capables d'implémenter un projet qui change de façon structurelle leur région, comment pensez-vous qu'ils vont développer tout un pays? Comment pensez-vous qu'ils vont développer tout un pays? Alors, je parlais des logements sociaux tout à l'heure. Alors, si à Pia là-bas, il y a encore des maisons en Banco qui entourent le château de Yadema, comment pensez-vous que les gens qui n'ont pas été capables de changer la vie de leurs voisins immédiats à Pia peuvent construire des logements sociaux un jour au Togo et changer la vie des Togolais? C'est ça, le manque de vision. C'est ça, une gouvernance laxiste. On s'en fout. L'essentiel, c'est que nous, on se fait de l'argent sur ce peuple, on s'en fout. Les gens peuvent vivre dans la misère, on s'en fout. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller contre cette minorité comprador, cette minorité populicide, humanicide, qui compromet l'avenir et la vie de toute une nation. Cette minorité qui n'a pas de couleur, qui est là que nous voyons. C'est des gens, ils n'ont que sentiment, c'est des gens extrêmement méchants. Méchants vis-à-vis de leur pays. Méchants vis-à-vis de leur pays.
Aujourd'hui, les jeunes Togolais ne sortent pas. Si les jeunes Togolais sortaient, ils auraient pu avoir des éléments de comparaison. Les gens qui sont à Kara, allez à Natitengu. Regardez comment Natitengu se développe. Allez à Djougou. Allez à Parakou. Ce sont des villes qui sont à la hauteur de Kara. Allez regarder comment ces villes se développent. Les routes, ceci, tout ça. Sokone, qui est la deuxième ville du Togo, en termes d'habitation et de population. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais quand on fait le recensement, c'est Sokone qui est la deuxième ville du Togo, depuis la nuit des temps. Et il n'y a pas une seule rue qui est fondamentalement goudronnée à Sokone. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? À Sokone, je reviendrai sur je reviendrai dans un live région par région. Sokone, la deuxième ville du Togo, la seule rue qui est goudronnée, c'est celle qui passe dans la ville. Celle qui passe dans la ville qui va au nord. Après, ils ont dit qu'ils vont goudronner la route pour aller à Tchamba et à Bassa. Les travaux sont en train de piétiner. Et puis la route qui va à Tchamba. Il n'y a aucune rue digne de ce nom goudronnée dans la ville de Sokone. Mais allez au Ghana, ici à côté, les petites villes du Ghana, il y a plus de goudron, il y a plus de rues goudronnées dans la petite ville de Ho au Ghana que Lomé réunie. Il y a plus de rues goudronnées dans la petite ville de Ho au Ghana que Lomé réunie. On ne peut même pas comparer Lomé à Ho pour dire qu'on va comparer Lomé à Koumassi ou à Takoradi. Aujourd'hui, on envisage construire un métro à Takoradi. Accra va avoir son métro. Accra va avoir son métro bientôt. Moi, j'ai vu le plan il y a quelques jours. Et Takoradi envisage de faire un métro. Et donc, vous prenez tout le pays, comme on le dit en vernaculaire, vous ne voyez rien de potable. Vous prenez les villes, elles sont aussi délabrées les unes que les autres. On a essayé de faire des petites choses à gauche et à droite, après il n'y a rien. On a improvisé quelques bitumages sans aucun plan, et puis après il n'y a rien. Donc aujourd'hui, les gens sont à Kara pour une semaine ou 10 jours. Ça va être la fête, d'accord. Après les événements seront finis, il faut faire le bilan. Chaque année c'est la même chose. Mais est-ce que la ville de Kara se développe? C'est parce qu'il y a les événements que je mets un projecteur sur la ville de Kara pour attirer votre attention. Est-ce que cette ville se développe? Est-ce que cette ville a les infrastructures adéquates? Est-ce que les jeunes ont du travail? Est-ce qu'il y a les industries dans cette ville? Est-ce qu'il y a les écoles d'excellence? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Mais il n'y a pratiquement rien. Mais pourquoi une ville comme Kara peut avoir autant de milliardaires? Les gens ne s'en cachent pas et il n'y a rien dans la ville. Et ce que les gens font au Togo, c'est que quand ils font de l'argent, ils vont construire ce qu'ils appellent les hôtels. C'est leur source de fierté. Ils disent, ah oui, quand tu vas à Lomé, à Goé, j'ai de grands hôtels. Tu vas à Takpamé, j'ai un grand hôtel. Tu vas à Kara, on a des hôtels. Pff, vous faites quoi avec les hôtels? Un hôtel n'est pas un investissement rentable. Encore dans les pays comme les nôtres. Les gens qui ont les hôtels à la plage, que ce soit à Neho, à Boudrafort, tout ça, ils ont même de la peine à les remplir. Parce qu'il n'y a rien que les gens viennent voir au Togo. Il n'y a rien que les gens viennent voir au Togo. Donc les hôtels, un hôtel est construit parce qu'il y a un besoin dans la région, dans la localité. Donc les gens disent, ouais, j'ai construit un grand hôtel. Après, c'est des bâtiments qui sont vides. Et qui sont, parce qu'un hôtel n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas un investissement fiable. Tu construis un hôtel, que le client vienne ou que le client ne vienne pas, il y a des charges fixes. Tu paies l'électricité, tu paies l'entretien, tu paies tout. Et il y a le ministre Tchalim qui a fait les conneries quand il était au ministre de la Justice. C'est eux qui ont piloté la nouvelle constitution. Quand il était ministre, c'est eux qui ont piloté les dossiers là, contre les Pacha Nassimbe. Le ministre, l'avocat Tchalim, il a pris 1 milliard à l'UTB. 1 milliard, je ne sais même pas s'il avait mis une garantie. Voilà les gens qui ont détruit les banques. Il a pris 1 milliard pour aller construire un hôtel à Pia. Vous construisez un hôtel à Pia, c'est quoi la clientèle? Au lieu de créer des sociétés, des mini-entreprises pour chercher du boulot à vos frères, vous construisez un hôtel. Un hôtel, 1 milliard. Vous allez employer combien de personnes? Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est devenu la mode au Togo. On dit, ah, je vais construire un hôtel. Tous les spécialistes vous diront que ça ne rapporte absolument rien.
Même les hôtels qui sont en pleine villa Lomé sont devenus des auberges où les gens viennent faire des passes. Et quand un hôtel devient un lieu de passe, ça ne rapporte pratiquement rien. Alors que vous pouvez créer des petites unités de savonnerie, de ceci, des petites industries pour permettre aux jeunes de travailler. Aujourd'hui, je dirais 60%, par exemple, des savons que nous utilisons en Afrique, notamment dans les grandes villes, viennent de l'Occident et de la Chine. Mais pourquoi en Afrique, on ne peut pas développer des petites savonneries qui permettent aux gens qui n'ont pas assez de moyens, les gens qui viennent des villages, de venir acheter du savon? Mais est-ce que quelqu'un peut créer une petite unité de savonnerie et avoir une faillite? Non. Si gère bien, il n'aura pas de faillite. Nous, quand on était tout petit, nos mamans produisaient du savon. Moi, quand j'étais à Lomé, je produisais du savon. Je n'avais pas besoin de le dire à tout le monde. Et quand tu produis du savon, le savon, c'est quelque chose que les gens achètent tous les jours. C'est quelque chose que les gens achètent tous les jours. Vous pouvez créer des petites unités en étudiant les besoins de la localité, les besoins immédiats des gens. Mais rien. Donc, vous préférez mettre cet argent dans les hôtels qui sont là, personne ne vient les occuper, et les hôtels sont là-bas, et vous êtes fiers de dire, bon, quand tu arrives ici, tu vois tout grand bâtiment là, c'est pour moi, c'est mon hôtel. Mais ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Vous pouvez créer des centres agricoles, mettre de l'argent dedans, créer des coopératives, faire des cultures qui sont rentables pour permettre aux jeunes de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est la fête à Kara toute la semaine, mais après, tout le monde va repartir. Tout le monde va repartir. Et les jeunes de la ville seront là, abandonnés à eux-mêmes. Les étudiants seront abandonnés à eux-mêmes. Les 150 millions qu'on donne par canton, les cadres vont voler une partie, après ils vont distribuer les miettes aux jeunes et aux chefs de village. Chacun va boire un peu la bière et tout ça, avec un peu... Et puis c'est fini. Tout le monde retourne à Lomé. Donc, il n'y a aucune politique endogène de développement des localités. On est bien obligé de vous interpeller par rapport à tout ça. Votre gouvernance là, elle profite à qui? Si elle ne profite pas à tous les Togolais, au moins vos frères de village là, est-ce que ça leur profite? Pourquoi vous ne changez pas le visage de vos localités? Si tu n'arrives pas à entretenir ta maison, tu ne peux pas entretenir ton pays. Si tu n'arrives pas à changer ta localité, tu ne peux pas prétendre changer ton pays. Quand Talon lance la route des pêches avec tous les grands programmes qui passent par Ouida, il sait ce qu'il fait. C'est chez lui à Ouida. Il est en train de transformer de manière structurelle cette localité qui est une attraction touristique énorme. Depuis 24 ans, on construit une université à Kara qui n'est jamais terminée. Depuis 24 ans, on construit une université qu'on n'a jamais finie. Je ne suis même pas sûr qu'on a fait une clôture. Alassane Ouattara, qu'on passe le temps à vilipender, il a construit une demi-dizaine d'universités. Douzaine d'universités. En quoi? En 12 ans de pouvoir. 12 ans ou 13 ans de pouvoir. Il a construit une demi-douzaine d'universités de haut standing. Il a conçu des écoles d'excellence, des lycées d'excellence. Au Bénin, on est en train de faire pareil. Au Togo, vous ne trouvez aucune école d'excellence, aucun collège d'excellence. Le collège scientifique qu'on a créé là, les élèves n'ont pas d'ordinateur. Je ne sais même pas si ils finissent leur cursus, ils savent manipuler l'ordinateur. C'est quoi un ordinateur aujourd'hui? C'est dans cet état-là que nous sommes. Donc, les gens qui vont partir à Kara, c'est une bonne chose d'aller aux Evala. Faites attention à la route nationale numéro 1. Ce n'est pas une route, c'est un sentier. Conduisez avec beaucoup de prudence. Mais il faut à un moment donné faire l'examen de conscience. Il faut faire l'examen de conscience, dire chaque année on vient dans cette ville, on repart, apparemment rien ne bouge, rien ne change, les populations sont pauvres, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de scanner, il n'y a rien, on continue de venir faire la fête chaque jour dans les villages, on voit les huttes des gens, les maisons qui sont perdues dans les champs de mil et tout ça, on voit la pauvreté des gens. Et chaque année on vient, on repart, on n'a pas de conscience, ça ne nous dit rien, ça ne nous interpelle pas.
Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous, on est là pour réveiller les gens. On va continuer par réveiller les Togolais. De toutes les régions, on va éveiller les gens. Parce que ce travail n'a pas été fait par le passé. Et on a profité pour instrumentaliser les gens, raconter des histoires, dormir debout et tout ça. On va parler étape par étape, région par région. C'est un travail qui sera fait. Je prendrai les régions par région. Sur les phosphates, j'ai un dossier comme ça. Je suis le journaliste qui a le plus travaillé sur les phosphates au Togo. J'ai un dossier comme ça. Je vais prendre ça. Après, on va prendre le clinker. On a travaillé les Panama Papers là. Tout ce qui se passe dans la zone de Tablibo, tout ça. On va progresser. On va progresser jusqu'au nord. Et on va réveiller les gens. Fini vos histoires de campagne électorale où vous allez tromper les gens dans les villages et tout ça. On va réveiller les gens. On va dire aux gens, voilà ce que vous avez dans votre région. Pourquoi votre région ne se développe pas? Voilà ce que vous avez dans vos localités. Pourquoi on ne développe pas ça? Et cet argent, ça va où? On va le faire. C'est un travail qu'on va faire. C'est la seule chose qu'on peut apporter à notre pays. Donc, bonne fête des Evala à ceux qui partent à Kara. Et comme je le dis, faites très attention à la route. Elle est très mauvaise. Il y a pas mal d'accidents. J'ai appris qu'il y a eu un braquage à Tchévier, dans la zone de Tchévier, où on a tiré sur un véhicule de transport en commun. Il y a eu, je pense, un mort et puis des gens qui ont pris des balles. Vous savez, c'est la période. Les gens savent que, bon, les gens sont en train de monter pour les festivités au nord. Donc, les gens ont de l'argent. Donc, les bandits, eux aussi, c'est l'occasion, ils se servent. Donc, faites attention à vous et ceux qui veulent aller. Et bon, faites très attention. Alors, je vais aborder le dernier sujet. Je suis en train de faire presque 2 heures et aborder le sujet de ce direct. Le sujet de ce direct concerne la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu une décision condamnant l'État togolais à payer 10 millions à chaque enseignant récemment licencié l'année dernière à la suite des grèves qui ont eu secoué le système scolaire. Alors, je vais aborder ce sujet dans un ensemble. Aujourd'hui, les Togolais n'ont plus confiance en leur justice. Aujourd'hui, la justice togolaise n'est plus une justice qui inspire la confiance. Et en abordant cette thématique, excusez-moi avant de l'aborder, parce que j'étais en train de faire du coq à l'âne. Avant de l'aborder, je voulais partir des 20+. Je voulais partir des 20+ pour aborder cette thématique-là. Et j'ai publié, comment appelle-t-on, sur ma page, il y a 2 jours, les 20+ de Faure Gnassingbé. Les 20+ de Faure Gnassingbé, c'est ce document qui a servi d'instrument de campagne en 2005 à Faure Gnassingbé, et on va le décortiquer aussi. On va pas tout décortiquer maintenant, mais je vais vous lire le préambule de ce document qui servait un peu de CV de Faure Gnassingbé en 2005. Alors, il est intitulé Faure Gnassingbé, un homme jeune pour un Togo moderne. C'était le slogan en 2005. Faure Gnassingbé, un homme jeune pour un Togo moderne. Bon, déjà, quand on prend cette phrase-là, après 20 ans, on peut faire le bilan. Si le jeune homme qu'il était ou qu'il est toujours a fait du Togo un pays moderne. Chacun peut tirer sa conclusion. Moi, je ne tirerai pas de conclusion, mais c'était le slogan. Faure Gnassingbé, un homme jeune pour un Togo moderne. Chacun, à la vue du Togo aujourd'hui, peut demander si Faure Gnassingbé
le jeune Fogna Singbe, que les enfants appelaient à l'époque Fort Vie, a fait du Togo un pays moderne. Mais je lis rapidement l'introduction de ce document. Et l'introduction, c'est son CV, quoi. Alors, Fogna Singbe est né le 6 juin 1966 à Afania, préfecture des Lacs. Il marie dans sa personne, c'est ce qu'ils ont utilisé pour flouer les gens en disant qu'il avait un côté sud et un côté nord. Il marie dans sa personne le sud et le nord du Togo. D'origine kabyère par son père, le président Yadema, sa mère est une femme d'Atakpamé. Bon, c'était originaires de la région des plateaux dans le sud du pays. Fogna Singbe a une double formation française et anglo-saxonne. Il a une double formation française et anglo-saxonne. Fogna Singbe a achevé brillamment ses études secondaires entamées à Kara et à Lomé par un bac réussi aussi au lycée militaire de Saint-Cyr en France. Fogna Singbe a achevé brillamment ses études secondaires entamées à Kara et à Lomé par un bac réussi au lycée militaire de Saint-Cyr en France. Il a poursuivi ses études supérieures à l'Université française de Paris-Dauphine, sanctionnée par une maîtrise en sciences de gestion. Donc notre président est un gestionnaire. Donc il a une maîtrise en gestion. Donc en France, à l'Université Paris-Dauphine. Il a conservé depuis cette période de précieuses relations avec des cadres qui forment aujourd'hui la fine fleur de l'économie française. Donc depuis qu'il a fait l'Université Dauphine, Paris-Dauphine, il a conservé depuis cette période de précieuses relations avec des cadres qui forment aujourd'hui la fine fleur de l'économie française. Il a poursuivi sa formation à l'Université George Washington aux États-Unis, où il obtient un Master of Business Administration, MBA. Il a poursuivi sa formation à l'Université George Washington aux États-Unis, où il obtient un Master of Administration, Business Administration, MBA. Là encore, il a noué des contacts approfondis avec les cadres américains les plus influents. C'était un pamphlet de campagne, hein. Bon, on faisait son CV, quoi. Donc, là encore, il a noué des contacts approfondis avec les cadres américains les plus influents. De retour au pays, il effectue différentes missions officielles. C'est ici qui m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi. De retour au pays, il effectue différentes missions officielles avant d'affronter avec succès à 2 reprises le corps électoral dans la première circonscription de la préfecture de Blita. Élu par ses collègues à la présidence de la Commission des relations extérieures et de la coopération de l'Assemblée nationale, il a effectué dans ce cadre plusieurs missions importantes à l'étranger, notamment à l'Assemblée ACPUE, à la francophonie. Fogna Singbe a noué durant ces dernières années des relations chaleureuses avec de nombreux responsables de tous les horizons, tant de la communauté nationale et internationale. Il a été nommé ministre à la tête du ministère de l'équipement des mines, des postes et télécommunications, poste qu'il occupa jusqu'au 5 février 2005. Je relis la dernière partie que je trouve assez intéressante. Quand il a fini ses études, avec toutes les relations les plus influentes qu'il a engrangées en France et aux États-Unis, de retour au pays, il effectue différentes missions officielles avant d'affronter avec succès à 2 reprises le corps électoral dans la première circonscription de la préfecture de Blita. Élu par ses collègues à la présidence de la Commission des relations extérieures et de la coopération de l'Assemblée nationale, il a effectué dans ce cadre plusieurs missions importantes à l'étranger, notamment à l'Assemblée nationale, à CPUE, à la francophonie. Fogna Singbe a noué durant ces dernières années des relations chaleureuses avec de nombreux responsables de tous les horizons, tant de la communauté nationale qu'internationale. Il a été nommé à la tête du ministère de l'équipement, des mines, des postes et télécommunications, poste qu'il occupe jusqu'en 2005. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette dernière partie que j'ai lue 2 fois? Qu'est-ce que vous retenez? Pour le parcours académique, moi, j'ai rien à dire parce que je ne vais pas faire de la digression ou épiloguer là-dessus. Je n'ai rien à dire. Mais la dernière partie, c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse. Quand vous lisez le dernier paragraphe, vous vous rendez compte que Fogna Singbe n'a jamais travaillé.
Il n'a jamais travaillé. On a dit nulle part dans son CV qu'il a été chef d'entreprise, qu'il a travaillé ici, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. De retour au pays, il est parti, il est allé à une élection pour les députés. Après, il est venu à l'Assemblée. Il a été choisi président de la commission des relations extérieures à l'Assemblée. Et donc, avec ça, il a fait des voyages. Il est parti à CPUE. Après, il a fait quoi? Il est devenu ministre. Et de ministre, il est devenu président. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé nulle part. Il n'a jamais eu un bulletin de paye. Parce que tout ça conditionne l'homme et ses réactions vis-à-vis de certains sujets de la société. Tout ce qu'on vient de lire, ça conditionne l'homme. Si vous avez trimé dans votre jeunesse, si vous êtes allé à l'école, vous êtes rentré plusieurs fois à la maison, vous n'avez pas trouvé à manger, après vous êtes allé chercher de l'eau à la pompe, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous serez quelqu'un de bien façonné pour comprendre les problèmes de la société. Quand les gens font grève, vous comprendrez pourquoi ils font grève. Quand les gens n'ont pas mangé, vous comprendrez pourquoi ils n'ont pas mangé. Quand les gens souffrent, vous comprendrez pourquoi ils souffrent. Quand il y a des entreprises dans le pays qui font faillite, vous comprenez pourquoi les entreprises font faillite. Quand vous devenez un décideur, vous convoquez les entrepreneurs de votre pays, vous convoquez le patronat, vous discutez avec eux, vous leur posez la question de savoir pourquoi vos entreprises ne marchent pas. Pourquoi qu'est-ce que l'État peut faire? Mais si vous-même, vous n'avez jamais travaillé, comment est-ce que vous pouvez comprendre le monde de l'entrepreneuriat, comment les choses fonctionnent, comment les sociétés fonctionnent? J'entends souvent les partisans du régime dire oui, on ne peut pas laisser le pays à des opposants qui n'ont jamais travaillé. Mais votre champion n'a jamais travaillé. Il n'a bénéficié que des privilèges d'un fils à papa. Votre champion n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé non plus. Il n'a bénéficié que des privilèges d'un fils à papa. Et on voit comment le pays est géré. On voit comment il est indifférent quand les enseignants font grève, quand les médecins font grève, quand le secteur, je sais pas comment dire, quand les entreprises disent qu'il y a trop d'impôts, quand les gens ont des problèmes, on voit comment il est indifférent. Parce qu'il n'a jamais bossé. Il n'a jamais bossé. Il n'a jamais tenu une entreprise qui a fonctionné normalement. Faire des fiches de paie à ses employés, savoir comment les bénéfices sont calculés, comment on paie les impôts, tout ça. Jamais rien. Quand il est rentré des États-Unis après ses études, il est devenu député. Député, il est allé à l'Assemblée, président d'une commission des relations extérieures, et puis après, il est devenu ministre des Postes et Équipements, après, il est devenu président. Donc, il ne peut pas comprendre que des enseignants souffrent. Il ne peut pas comprendre que des entrepreneurs souffrent. Il ne peut pas comprendre que des gens qui sont dans le circuit de la santé souffrent. Ce n'est pas de sa faute. C'est le monde dans lequel il a été élevé. Après lui-même, il n'a fait aucun effort pour s'adapter au monde réel. Il est dans sa bulle. Alors, quand quelqu'un comme ça prend le destin d'un pays, mais souffre que la communauté de destin que nous constituons est menacée. Souffrez que la communauté de destin que nous... Parce que lui, le pouvoir, il le conçoit comme un outil de jouissance. Il n'a jamais payé une facture d'électricité, c'est pas ce que c'est. Il n'a jamais payé une facture de la TDE. Jamais. Jamais. C'est ça la réalité. Il a peut-être de bonnes intentions, mais comme il n'a jamais été élevé dans un milieu où il a souffert, c'est pour ça que, par exemple, en Occident, les fils qu'on prépare dans certains royaumes, certaines royautés pour diriger demain, on les forme. On les fait vivre la vie réelle des citoyens. Quand vous prenez les princes d'Angleterre, ils font la formation militaire, ils vont à la guerre, ils vont faire les œuvres sociales, ils vont au front pour faire l'humanité. Parce qu'ils doivent comprendre comment le monde fonctionne. On les forme pour ça. Ils ont des gens qui les forment pour ça. Le prince Harry, le prince quoi, ils sont allés à la guerre en Afghanistan, ils sont allés partout. Ils sont dans les œuvres humanitaires. Ils vont souffrir comme les gens. Ils passent des moments sabbatiques où ils souffrent avec les populations. De telle sorte que demain, quand on les confie les responsabilités, ils savent à quoi les gens vont faire.
Vous prenez le royaume saoudien, tous les princes arabes, la plupart sont formés en Angleterre, dans les grandes universités anglaises. Mais les parents tiennent à ce que leurs enfants vivent la vie des populations de tous les jours pour comprendre comment le monde évolue. C'est comme ça qu'on leur cède le pouvoir après. Et quand ils ont le pouvoir, ils savent ce qu'ils doivent faire pour moderniser le pays. Mais les enfants des Yadéma, ils n'ont pas eu ces formations-là. C'était des fils à papa. Et c'est dans les mains de ces gens que les militaires ont remis le pouvoir. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc quand vous lisez ce document-là, Faure n'a jamais travaillé. Il ne s'agit pas de dire tous les jours, ouais, les opposants n'ont jamais travaillé, on va leur confier un pays. Mais Faure non plus n'a jamais travaillé. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une invention. C'est son propre CV qui le dit. Donc, si on reprend les 20+, je ne vais pas l'aborder tout ça aujourd'hui. Les 20+, ce sont les 20 points que Faure a énumérés, que s'il prend le pays, il va le changer. Il va le changer. Donc, on va les prendre un à un. Par exemple, il dit plus pour la réconciliation nationale, plus pour le rayonnement international, plus pour la démocratie. Bon, on verra s'il y a la démocratie au Togo. Plus pour la justice. Je vais aborder le cas de la justice tout à l'heure. Plus pour les libertés. Plus pour la fonction publique. Plus pour la société civile. Plus pour la jeunesse et l'éducation. Plus pour les femmes. Là, il a fait un bon progrès. Les femmes, c'est bon. Bon, voilà, chacun peut avoir son avis, hein, mais pour les femmes, les 20+, ça remplit. Là, ça a été fait en partie. Plus pour les retraités, plus pour la création d'emplois et la liberté d'entreprise, plus pour les villes et l'habitat, plus pour la santé, plus pour l'agriculture, plus pour la santé. Voilà. Donc, ce sont les 20+ que je vais décortiquer. Et aujourd'hui, je vais prendre juste un point. Je vais prendre la justice parce que il y a une actualité qui nous intéresse et qui m'oblige aujourd'hui à parler du 3e point. Je pense que c'est le 3e point. Plus pour la justice. C'est le 5e point. Plus pour la justice. Alors, Faure a dit en 2005 ceci, dans son pamphlet. Les Togolais ont droit à une justice transparente, indépendante et sûre. Écoutez-moi très bien. Les 20+ de Faure, 2005. Plus pour la justice. Les Togolais ont droit à une justice transparente et sûre. Je reformerai le statut de la magistrature pour assurer aux magistrats des garanties légitimes de carrière. Je créerai un juge des libertés pour contrôler les mesures restrictives de liberté. Je créerai un juge des libertés pour contrôler les mesures restrictives de liberté. J'assurerai la transparence des décisions de justice. Ça, c'est le 5e point des 20+ de Faure. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, tout le monde connaît la réalité. Tout le monde connaît la réalité. Maintenant, allons dans le fait qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, 20 ans après cette profession de foi ou ces intentions, Faure n'a jamais réussi à faire de la justice togolaise une justice indépendante. C'est durant son règne que la justice a été le plus instrumentalisée à des fins de règlement de comptes politiques et même familial. Et le juge de liberté, il ne l'a jamais créé. Les libertés, il les a sacrifiées. Les gens sont encore en prison en train de mourir. Les gens de Taïga, tout ça là, ils sont en prison en train de mourir. Les gens sont en prison, détention préventive pendant des années. Ils sont en train de mourir. Les gens sont dans les liens de la détention, y compris son propre frère. Donc, il n'a pas tenu cette promesse-là. La justice togolaise aujourd'hui n'existe pas. Si on s'en tient même à ce que le nouveau ministre même de la justice a dit quand il a pris fonction. La justice togolaise n'existe pas. Il n'y a pas aujourd'hui au Togo un juge courageux pour rendre justice à un citoyen ordinaire dans une affaire. Tout est téléguidé de l'extérieur. Les juges sont sur la pointe des pieds. La justice est corrompue. Et les décisions sont téléguidées de quelque part. Donc, comme il n'y a pas de juge courageux, comme la justice togolaise est incapable de rendre justice aux justiciables, les Togolais se déportent massivement vers la cour de justice de la CEDEAO.
Et ce n'est pas la première fois. Le Togo est aujourd'hui l'un des pays qui a plus de dossiers à la Cour de justice de la CEDEAO. Après le Togo, je pense que c'est le Sénégal. Tous les dossiers aujourd'hui vont à la Cour de justice de la CEDEAO. Ça prouve quoi? Ça prouve que la justice togolaise, c'est une faillite totale. Même si des petits sujets, on ne peut pas les trancher au Togo, on les envoie à Abuja, ça veut dire que la justice togolaise est une faillite totale. Je vais vous résumer en quelques mots les dossiers actuels qui sont pendants devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et vous allez voir, il y a d'autres dossiers qui ont été tranchés avant, mais actuellement les dossiers qui sont pendants. Premier dossier, Ligue togolaise des droits de l'homme et 12 compatriotes contre la République togolaise. Changement de constitution. Il y a des Togolais qui ont signé, qui ont porté plainte à la Cour de justice de la CEDEAO pour le changement de constitution. Deuxième dossier, Ligue togolaise des droits de l'homme et 7 personnes, République du Togo, affaire de miliciens. Vous savez qu'il y a eu des miliciens qui ont sévi dans les quartiers de Djouma Sessé à un moment donné avec des machettes, tout ça là. Cette affaire est devant la Cour de justice de la CEDEAO parce que les gens ont été agressés à la machette. Et troisième dossier, Jean-Paul Omolou et Donou Nyava contre République togolaise. Torture, arrestation et détention arbitraire. C'est devant la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez que Jean-Paul qui a été arrêté il y a bientôt 2 ans, qui est gardé au SCRIC, qui n'est même pas envoyé en prison, il est gardé au SCRIC et tout le monde sait que les conditions de détention au SCRIC sont rudes, donc on le garde là-bas pour le surveiller, il est malade, il a des soucis, on ne veut pas le libérer, et donc la Cour de justice de la CEDEAO avait dit que ces droits ont été violés sans tirer les conséquences. Donc aujourd'hui, les avocats ont ressaisi de nouveau la Cour de justice de la CEDEAO pour que la Cour de justice de la CEDEAO puisse tirer les conséquences de ses propres conclusions, c'est-à-dire ordonner sa libération. Donc c'est un dossier qui est pendant à la Cour de justice de la CEDEAO. 4. Dossier Abigui Mangiliwe et 52 Togolais, République du Togo, violation des droits de travail et de liberté syndicale. C'est devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ce dossier qui a abouti à la condamnation de 10 millions. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. 6e dossier. Non, 5e dossier. Association des victimes de la torture à Civito et autres. République du Togo, violation de la liberté d'association. 6. Ligue togolaise des droits de l'homme et 4 autres. République du Togo, affaire de corruption. 7. Agbobo Kosiedem, République du Togo, torture, arrestation arbitraire. 8. Alès, Ati, Aziz Goma et 12 autres. République du Togo, torture, arrestation, détention arbitraire. Cour de justice de la CEDEAO. 9. Fadel Ouattara et plusieurs autres. République du Togo, torture, arrestation, détention arbitraire. 10. Kamana Piabalo, République du Togo, arrestation, détention arbitraire. 11. Ambroise Pondio, République du Togo, violation de la liberté de presse et d'expression. 12. Carlos Ketou, République du Togo, mauvais traitement, arrestation, détention arbitraire, violation de la liberté de presse et d'expression. 13. Langue Kokou Nouaza, République du Togo, torture, arrestation, détention arbitraire. Voilà les dossiers actuellement qui sont devant la Cour de justice de la CEDEAO et qui concernent et que les citoyens ont porté plainte contre l'État togolais. Alors, quand vous avez autant de citoyens qui vont à la Cour de justice de la CEDEAO pour porter plainte contre l'État togolais, ça veut dire que la justice au Togo est en faillite. Ça veut dire que la justice au Togo est en faillite. Si la justice au Togo était capable de remplir ces missions, les gens ne vont pas se déporter massivement vers la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, la Cour de justice de la CEDEAO, qui est débordée par les cas du Togo, de temps en temps, arrive à trancher certains dossiers, et parfois par des verdicts à la Salomon, c'est-à-dire coupe la poire en deux, puisque c'est le seul recours qui reste aux citoyens. On a vu depuis le cas des députés renvoyés à l'Assemblée nationale, et puis après le cas des gens qui ont été torturés dans le dossier Patania Simbe, et bien d'autres cas qui ont été transportés à la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO prend des décisions pour condamner l'État togolais. L'État togolais, qui est partie prenante dans l'institution communautaire, refuse d'appliquer ces décisions-là. Mais Faure s'est engagé en 2005 à faire de la justice togolaise une justice indépendante et transparente au service des citoyens. Et ces citoyens aujourd'hui, qui n'ont plus confiance à cette justice, se déportent à la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, cette Cour de justice de la CEDEAO vient de condamner l'État togolais la semaine dernière à
payé 10 millions à chaque enseignant licencié lors de la dernière grève qui a secoué le système scolaire. Et les 53 enseignants, bon, la Cour n'a pas demandé de les réhabiliter, c'est pour ça que je parle de jugement à Salomon. La Cour, normalement, qui a constaté que leurs droits étaient violés, devait ordonner qu'on les réhabilite. Mais la Cour s'est contentée de condamner l'État togolais à des sanctions pécuniaires. Et donc, 10 millions par enseignant, ils sont 53, on est presque à un demi-milliard. Si je ne me trompe, hein. Et 10 millions fois 53, je ne sais pas ce que ça donne, mais on est à 500, je sais pas, 530 millions. Donc, des problèmes qu'on aurait pu régler au Togo, en dialoguant avec les enseignants, on a préféré les licencier et aujourd'hui, l'État togolais, si elle doit exécuter cette décision, est obligé de dépenser un demi-milliard du contribuable pour dédommager les enseignants. Parce que les sanctions pécuniaires, tôt ou tard, ils finissent par payer. C'est les libérations qu'ils refusent. Ils finissent par payer tôt ou tard. Mais c'est beaucoup d'argent. Et c'est de l'argent sorti des caisses de l'État. 630 millions pour 53 enseignants. Si ces gars avaient gardé leur boulot, on ne va pas les dépenser, c'est un demi-milliard pour les dédommager. Maintenant, un demi-milliard, vous imaginez le nombre de classes qu'on peut construire, le nombre de forages qu'on peut faire à travers le Togo, le nombre de bibliothèques qu'on peut construire. Donc, pas la bêtise, hein, dans la gestion quotidienne des affaires, on est obligé demain de payer 530 millions à des enseignants. 10 millions. Et là même, la cour a été trop clément parce qu'elle aurait pu corser l'addition. On peut même leur payer 20 millions, 30 millions, 50 millions. Parce que c'est les carrières qui sont perdues. C'est déjà qu'on a renvoyé de la fonction publique ou de l'enseignement. C'est des carrières qui sont perdues. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ça, ce sont les dégâts de notre justice, ça. Ça, c'est la faillite de la justice togolaise qui fait qu'aujourd'hui, tous les citoyens se déportent vers la cour de justice de la CEDEAO. Et l'autre, elle n'a pas de gendarme. Quand elle condamne les États, elle ne peut pas faire le gendarme pour que l'État applique la décision. Il revient, elle n'a pas de moyens coercitifs. Voilà les termes, l'expression que je cherchais. Il revient aux gens qui ont gagné le procès de faire tout le boucan, et le lobbying, la pression pour rentrer dans leurs droits. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé de libérer les Aziz Goma, tout ça, ils sont toujours en prison. Le cas Oumolou, on a dit son cas et sa situation est grave, mais il est toujours en détention. Mais on nous a promis dans ce pays en 2005, dans les 20+, une justice indépendante. Où en sommes-nous? Donc voilà les sujets que j'ai voulu ramasser aujourd'hui. J'ai dépassé 2 heures, on est à 2h20 et je suis un peu essoufflé et donc je vais mettre fin au direct d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont en ligne, tous les amis qui envoient des messages d'encouragement, qui envoient des étoiles pour encourager ce direct-là. Et comme j'ai eu à vous le dire, on va disséquer la situation dans notre pays étape par étape. On va disséquer tous les secteurs, même y compris même l'armée. On va parler, on va dire les choses. On va dire les choses aux Togolais, les yeux dans les yeux. On va parler aux Togolais pour que les gens prennent conscience. Parce que le régime de Gnassingbé, pendant 60 ans, a émasculé les mentalités. Le régime a dressé les gens d'une manière que... je vous ai parlé la dernière fois des préjugés de la majorité que Emmanuel Kant a développé. Les préjugés de la majorité. Généralement, il y a des gens... quand ils sont habitués à une situation, ils pensent quand ils n'ont appris qu'à faire une seule chose, ils pensent que c'est la chose normale. Aujourd'hui, c'est la minorité qui est encore lucide, qui doit tirer le reste de la majorité togolaise vers le haut. Donc on doit faire tomber toutes les barrières que les Gnassingbé ont instaurées au Togo. Les barrières ethnicistes, les barrières régionalistes, la manipulation, tout ça, on doit faire tomber tout ça. On doit faire comprendre aux gens que on est dans une situation de misère ensemble. On est dans une communauté de misère, qu'on soit de telle région. Donc, on doit faire tomber tous ces préjugés. C'est un travail de fond qu'il faut faire pour réveiller les gens.
Si on ne le fait pas, les gens ne prendront pas conscience. Aujourd'hui, nos frères Kabyé, qu'on a présenté comme, à qui on a dit, on est là pour vous, on est là pour vous sortir de la misère, de ceci, de ça, parce que d'autres peuples vous ont réduit à ça. Mais ils sont ceux qui payent le plus. Qui sont ceux qui sont en prison aujourd'hui? C'est les Katanga, c'est les Kpatcha-Nyasingbe, c'est eux qui sont en prison. Ils payent aussi le prix de la dictature. Donc, c'est un système qui n'épargne personne. C'est un système qui recrute dans toutes les ethnies pour constituer l'oligarchie comprador qui tient le pouvoir, et c'est un système qui utilise tout le monde. Donc, nous devons faire tomber tous ces préjugés-là pour que les gens se réveillent. Pour que les gens se réveillent. Les gens pour qui ils disent qu'ils sont là, s'ils étaient là pour eux vraiment, ils auraient pu développer les localités pour eux, ils auraient pu créer les industries pour les employés, ils auraient pu créer les emplois. Rien, ils ne font rien. Ils sont dans la jouissance avec leur maîtresse. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire tomber aujourd'hui. C'est un travail qui va prendre du temps, mais c'est un travail qui va... Oui, t'inquiète, les PAM, je vais en parler, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je les laisse respirer un peu. Mon frère, je vais parler de les PAM, t'inquiète. Ils ont envoyé des gens pour raconter des bêtises, j'ai lu, mais t'inquiète. Ceux qui ont écrit ça, je les connais. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, je fais mes choses, je suis très organisé, donc ne vous inquiétez pas. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est tout ça. Il faut réveiller les Togolais. Comme quelqu'un a l'habitude de le dire, de Saint-Cassé jusqu'à Djankassé. Il faut réveiller tous les Togolais. Il faut dire aux gens, c'est contre cette minorité-là que nous devons combattre. C'est cette minorité-là que nous devons combattre. C'est cette minorité qu'on doit combattre. Tant qu'on ne va pas rétablir. Et quelqu'un disait, je ne sais pas quel auteur disait que la révolution n'abolit pas les privilèges. Elle change de privilégiés. La révolution n'abolit pas les privilèges. Elle change de privilégiés. Quand vous voyez les gens faire les coups d'État, ils disent, ouais, nous sommes là pour changer les choses. Mais ils changent eux-mêmes leur propre situation. Ils changent leur propre situation d'abord. Ils ont de nouveaux amis, de nouvelles maîtresses, ils font monter leurs petits frères et tout ça. C'est ça. Donc, nous, on doit se battre pour une société équilibrée. Une société, on n'aura pas une société parfaite. Mais on doit tendre vers une société où chacun peut gagner sa vie honnêtement. C'est ça. Le Togo a énormément de richesses. J'ai l'habitude de dire que le Togo est plus riche en termes de ressources par rapport au nombre de population. Le Togo est plus riche que le Bénin. Le Togo est plus riche que le Ghana en termes de ressources par rapport à sa population. Donc il n'y a pas de raison pour que les Togolais soient dans la misère. Et ces ressources sont dans les mains d'une minorité. Cette minorité comprador qui ne veut rien lâcher. C'est contre ces gens-là qu'il faut qu'on se batte. C'est contre eux. Et ces gens n'ont pas de couleur. Ils sont là, ils utilisent les fibres régionalistes ethniques juste pour leur propre confort personnel. Donc c'est contre tout ça qu'on doit se battre. C'est contre tout ça qu'on doit se battre. Donc, vraiment, il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'on se réveille. Parce qu'on prend énormément du retard. Regardez ce que nos jeunes sont devenus. Les gens qui sont nés en 2005, aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 20 ans. Dans 5 ans, ils seront quoi? Ils sont déjà dans la vie active. Ils seront quoi? Les gens qui sont nés en 90, ils ont 34 ans. Et jamais ils n'ont travaillé. Ils sont des émigrants. Ils ont travaillé, ils sont des émigrants. Nous, on a connu le père, on a connu le fils. Nous sommes dans la cinquantaine, donc nous, on est déjà partis. Donc, les jeunes qui arrivent, vous allez devenir quoi? Vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas d'allocation, vous n'avez rien. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et c'est cette prise de conscience collective qui va faire tomber les oppresseurs. On parlera aux militaires au moment venu. Ce sont nos frères, on va leur parler. Parce qu'eux aussi sont victimes de la dictature. Ils sont même plus victimes de la dictature. Quand on fait la purge dans l'armée, on juge les gens, on massacre les gens dans l'armée, ils sont victimes. Si on part depuis le temps des Yadema ou le Yadema pour le pouvoir, tous les militaires qui ont été victimes du pouvoir, depuis les Kofi Congo, les Komla, je ne sais pas quoi, tous ces gens-là, on va lister les militaires. Tous les militaires que le Togo a perdus. La première victime, j'ai l'habitude de le dire, ça choque les gens. Mais la première victime d'un coup d'État, ce sont les militaires.
Parce qu'un coup d'État désorganise l'armée d'abord, avant de désorganiser la nation. La première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que celui qui prend le pouvoir pour asseoir son règne, il est obligé d'éliminer les autres. Donc pour éliminer les autres, il invente des complots. Il invente des histoires. C'est comme ça l'histoire. C'est une constance de l'histoire. Quand je prends le pouvoir, d'abord pour faire un coup d'État, il faut éliminer les gens qui étaient là. Et quand vous finissez d'éliminer ceux qui sont là, parce qu'il y a ceux que vous voulez renverser. Ceux que vous voulez renverser sont aussi leurs militaires. Vous les liquidez. Et une fois que vous les éliminez, vous prenez le pouvoir pour asseoir votre règne. Ceux qui vous ont accompagné pour prendre le pouvoir, vous les éliminez après. Vous voyez ce que Doumbouya est en train de faire là-bas en Guinée. Il a éliminé le chef d'état-major. Mais les gens n'ont pas de culture. Ils devaient comprendre que c'est comme ça que ça va arriver. Les premiers jours du coup d'État, tout le monde est enthousiaste parce qu'on prend le pouvoir, tout le monde est content, chacun fait les calculs. Mais après, le chef, quand il veut s'asseoir, il élimine tous ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Ça, c'est une constance de l'histoire. Ce sont des faits historiques. Quand vous avez une culture historique, vous comprenez ça. Donc, quand il y a des pour le pouvoir, en 63, après il a éliminé tous ceux qui... En 67, il a éliminé tous ceux qui l'ont aidé. Les Boudjoulé, les Adewi, les Shango, tous ces gens-là, tous ceux qui pouvaient éliminer, les a éliminés pour être le seul maître à bord. C'est ça la réalité de l'histoire. C'est ça la réalité de l'histoire. Donc, nous devons nous organiser et parler aussi à nos militaires pour leur dire, vous avez intérêt à être du côté du peuple, que être au service d'une seule famille pendant 60 ans. Parce que vous-même, vous êtes victime du système. Qui sont ceux qui sont les gardiens aujourd'hui à Lomé? Ceux qui font le gardinage, c'est les militaires retraités. C'est les gens qui sont retraités à 40 ans, 42 ans, 45 ans, qui font le gardinage. Et qui sont exploités deux fois. Ils sont exploités dans l'armée. Après, quand ils partent à la retraite, ils sont exploités par la société de gardinage. Donc, nous avons l'obligation de parler à tous ces gens-là. Nous avons l'obligation de parler à toutes les couches de la société. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Donc, il faut que d'autres personnes aussi s'engagent à le faire. Nous avons l'obligation de parler à toutes les couches de la société. Nos frères militaires n'ont pas le droit, comme ils le font depuis 60 ans, d'être au service exclusif d'une seule famille. Ils sont là pour le pays. Nous allons parler de leurs conditions de vie, de toutes leurs conditions. Et leur poser les bonnes questions. Est-ce que ça vous plaît d'être comme ça? Quand vous voyez vos patrons, les Katangas, qui sont devenus, ça vous plaît? Vous voyez comment ils sont en train de finir? C'est des gens qui se sont battus pour ce régime, ont massacré les civils pour ce régime. Vous avez vu comment le régime les remercie? Les autres vont passer comme ça. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Je pense que j'ai dit le nécessaire aujourd'hui. Trop parler, c'est maladie aussi, comme on le dit souvent. Et merci à... On était à 1030 quelque chose de personnes connectées aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le record. Et merci à vous tous qui passez ici pour nous encourager, qui envoyez les étoiles. Et je pense que le Togo doit nous interpeller. L'état actuel du Togo doit nous interpeller. La situation du Togo doit nous interpeller. Les autres pays sont en train de nous mettre la honte. Et ils nous le font vraiment profond. Et parfois, quand on dit qu'on est Togolais, c'est une honte. Donc, nous devons laver cette honte-là qui couvre aujourd'hui notre visage. Et pour laver cette honte-là, nous devons nous défaire de ceux qui sont là. Parce qu'ils n'ont plus de solution à nos problèmes. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont aucune solution. Ils sont sclérosés. Ils sont sclérosés. Ils ne peuvent plus rien pour faire pour le pays. Donc, nous devons nous engager. Et nos frères de la diaspora, moi je dis, laissez tomber les petits problèmes de personnes. Si vous ne voulez pas qu'on rentre tous au pays un jour dans 4 planches. Parce que tant que ce système sera là, nous, on ne pourra plus rentrer au pays. Certains, en tout cas, ne pourront plus rentrer au pays. Donc la seule condition pour que demain les gens rentrent au pays tranquillement, c'est faire tomber le système. C'est de faire tomber le système. C'est de faire tomber le système. Parce que le système ne supporte pas la contradiction. Les gens ne peuvent même pas rentrer pour honorer leurs parents qui décèdent. Dans quel pays vous avez vu ça?
Un seul individu et sa cour de courtisans, ses maîtresses ne peuvent pas mettre tout un pays dehors. Donc nous devons monter en puissance dans notre engagement contre le régime. Contre le régime. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine.